Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition, au Nigeria, un élève rescapé raconte le calvaire vécu après l'enlèvement massif de centaines d'écoliers. En Afrique de l'Ouest, chercheurs et experts de la sécurité analysent la progression des groupes djihadistes dans la région. En République démocratique du Congo, l'avancée du mouvement 23 dans les faubourgs d'Uvira pousse le Burundi à fermer sa frontière. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir, bienvenue dans cette édition. On ouvre ce journal par une actualité en provenance du Nigeria où un élève ayant réussi à s'échapper après une attaque contre une école raconte les conditions de captivité auxquelles lui et ses camarades ont été soumis. Reportage à suivre. La joie d'une femme après le retour à la maison d'un proche libéré après 2 semaines de captivité. Le jeune garçon fait partie des 100 élèves enlevés dans une école catholique nigériane le 21 novembre et remis en liberté le week-end dernier. Les ravisseurs avaient beaucoup d'enfants à leur charge. Nous étions obligés de consommer l'eau de la rivière que leurs femmes et leurs enfants utilisent pour laver leur linge. C'est cette eau aussi qu'ils donnent à leurs animaux. Mais la joie de la famille est encore mitigée alors qu'un autre enfant est toujours aux mains des ravisseurs. Il figure parmi les 150 écoliers encore en captivité. Il devrait essayer de libérer mon enfant et les autres. Parce qu'il n'y a pas que mon enfant qui est encore dans la brousse. Il y a plus de 100 enfants encore en captivité. Je ne veux pas dire que seul mon enfant doit être libéré. Au moins 303 écoliers et 12 enseignants ont été enlevés lors de l'attaque d'un établissement scolaire. Le retour des rescapés à l'école est déjà à l'ordre du jour. Je crois toujours en l'éducation. Ils retourneront à l'école encore plus souvent. Nous avons toujours l'espoir que notre gouvernement peut essayer de nous aider. Il y travaillera. Depuis l'enlèvement en 2014 par Boko Haram de 260 filles à Chibok, au moins 1799 élèves ont été kidnappés au Nigeria, selon un décompte de l'AP. Dans la sous-région, chercheurs et spécialistes de la sécurité ont analysé la montée en puissance des groupes djihadistes en Afrique de l'Ouest. Plus de détails dans cet extrait. Comment lutter contre les groupes djihadistes? Cette question, on se l'a posée aussi à Abidjan hier. Des chercheurs et des professionnels des questions de sécurité se réunissaient à l'occasion de la sortie du nouveau livre du directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle « Terrorisme ouest-africain, du prosélytisme islamiste au djihad armé » et
c'est signé du docteur Lassina Diarra, Binta Diagne. Dans cet ouvrage, le docteur Lassina Diarra part d'un constat, les groupes djihadistes ont infiltré plusieurs États du Sahel. Selon ce chercheur, le combat mené par les djihadistes se manifeste au niveau local, dans les communautés, à travers notamment un islam politique, selon ses mots. Pour contrer ce phénomène, cet intellectuel préconise notamment de mieux contrôler les enseignements religieux donnés dans certaines structures. Cela implique que nous regardions effectivement le manuel d'enseignement dans les écoles confessionnelles islamiques et puis aussi de voir quels sont les prédicateurs qui viennent dans certains États, etc. Parce qu'il y a une idéologie extrémiste qui s'est plantée et qui était menée par des ONG pakistanaises, des ONG indiennes d'obédience islamiste. Comment atténuer ces situations et éviter que les populations civiles ne soient prises à partie? Pour Abdel Nasser Etman Elissa, chercheur associé de l'Institut de recherche stratégique, il faut engager des discussions avec ces groupes. La seule solution pour les États côtiers, c'est de négocier avec les groupes djihadistes locaux, les groupes qui viennent de leur propre pays, parce que la menace c'est endogénéisée. Tout doit se discuter, sauf le caractère laïque de l'État, le caractère séculier. Au cours de ce panel, ces chercheurs ont également évoqué la stratégie adoptée en Côte d'Ivoire, où en plus d'une réponse militaire, un vaste programme économique et social a été mis en place dans le nord du pays. Binta Diagne, Abidjan, RFI. En République démocratique du Congo, les rebelles du mouvement 23 soutenus par le Rwanda ont atteint les faubourgs du nord d'Ouvira, une ville stratégique de l'est du pays. Cette progression a poussé le Burundi voisin à fermer sa frontière, un geste qui accentue les tensions déjà vives dans la région des Grands Lacs. Image à suivre. C'est l'une des premières conséquences diplomatiques de l'entrée du M23 dans la ville d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Burundi a fermé ce mercredi sa frontière avec la RDC. Sa capitale économique, Bujumbura, se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de la ville congolaise. Le Burundi avait déjà émis la crainte que le conflit actuel ne se régionalise et en vienne à déborder sur son territoire. Pour le Burundi, voir le M23 juste de l'autre côté du lac Tanganyika, et quand on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, ça pose clairement un vrai problème sécuritaire pour le Burundi. Des troupes burundaises sont officiellement engagées depuis 2022 auprès des forces armées congolaises pour lutter contre le M23 soutenu par le Rwanda. Une présence renforcée d'abord en 2023, puis de nouveau cette année, portant aujourd'hui les troupes à environ 15 000 hommes. En avril dernier, le président Ndayishimiye s'était exprimé sur la présence des troupes burundaises aux côtés des FARDC. Nous ne sommes pas en RDC en tant que partie au conflit. Nous avons des accords communs de défense commune entre le Burundi et la RDC. C'est-à-dire au moment où le gouvernement de la RDC verra qu'il n'y a pas de réseau de l'appuyer, le Burundi va retourner sans problème. Le week-end dernier, au moins 20 soldats burundais ont été tués au cours des récents affrontements et beaucoup d'autres auraient pris la fuite. Au Maroc, 2 immeubles mitoyens se sont effondrés dans la ville de Fès dans la nuit de mardi au mercredi. Les autorités font état de 22 morts, dont plusieurs personnes qui participaient à une fête célébrant une naissance dans l'un des bâtiments au moment du drame. Image à suivre. Il ne reste qu'un trou béant entre les habitations et des tonnes de gravats. 2 immeubles se sont effondrés ici la nuit dernière dans ce quartier de Fès, au Maroc. Quelques instants après le drame, on voit les habitants essayer de déblayer les décombres même avec des pioches et des masses. Ils espèrent retrouver des survivants. Quand les secouristes arrivent, ils évacuent les victimes. 19 personnes au moins sont mortes. 16 autres ont été blessées. C'est un désastre, une catastrophe. L'effondrement de ces 2 immeubles, c'est très dense ce quartier. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait des immeubles menacés d'effondrement ici. C'est un quartier récent. À 23h30, on a vu l'effondrement d'un immeuble et 1 minute après, l'autre s'est effondré. C'est l'État qui leur avait donné le terrain et ils ont construit leur maison eux-mêmes. Les habitants pointent du doigt des constructions anarchiques. Les immeubles avoisinants ont été évacués par mesure de sécurité. Cette vieille dame se retrouve à la rue. La femme de mon fils est partie d'urgence à l'hôpital et j'ai dû quitter ma propre maison. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Tous mes enfants sont dispersés, sans logement. Ce matin, les secours étaient toujours là pour déblayer les gravats. En mai dernier,
9 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation dans un autre quartier de Fès. En Ukraine, Donald Trump a récemment déclaré que 82% des Ukrainiens souhaiteraient parvenir à un accord avec la Russie. Plus de détails dans cet extrait. J'ai cherché ce chiffre de 82% dans les archives des sondages et je trouve effectivement un sondage effectué par l'Institut de sociologie de Kiev à l'été 2025 qui disait que 82% des Ukrainiens estimaient que la paix pourrait être obtenue par la voie de négociation. Vous voyez bien, ce n'est pas du tout la même chose que 82% réclament un accord et encore moins l'accord que les Américains ont mis sur la table le mois dernier. Un autre chiffre, je pense, qui est important de noter, c'est que 71% des Ukrainiens dans un sondage fait par le même institut au mois d'octobre sont catégoriquement opposés à la cessation des territoires qui n'ont pas encore été occupés par l'armée russe. Donc ce fameux quart de la région de Donetsk qui est encore aux mains des Ukrainiens, les villes de Kramatorsk et Sloviansk notamment, les Ukrainiens sont encore farouchement opposés à céder ces territoires. Et l'une des principales raisons, c'est qu'ils ne pensent pas que cela mettrait fin à la guerre. Rappelons-nous que la Russie a inscrit dans sa constitution sa souveraineté sur d'autres territoires en Ukraine qu'elle n'occupe pas, les parties nord des régions de Zaporizhzhia et de Kherson, qui ne sont pas discutés dans l'accord qui est sur la table en ce moment, mais les Ukrainiens se disent si on lui donne le Donbass, il va commencer à reparler de ces parties nord de ces régions-là, et puis pourquoi pas aussi la région d'Odessa, puisqu'il y a seulement une semaine, dans un entretien accordé à un média indien, Vladimir Poutine a dit que la Russie libérerait, c'est le mot qu'il utilise pour dire en fait conquérir, la Novorossia. C'est une ancienne province de l'Empire tsariste qui comprend aussi la région d'Odessa. Alors pour les Ukrainiens, l'accord qui est sur la table ne mettrait pas fin à la guerre et faire des concessions territoriales pour cela, ça n'a vraiment pas de sens. Et la seule chose qui pourrait changer cela, c'est s'il y avait vraiment des garanties de sécurité extrêmement solides, comme Volodymyr Zelensky l'a dit, l'article 5 de l'OTAN, mais il est difficile d'imaginer que les États-Unis acceptent cela et encore moins probable que Vladimir Poutine l'accepte. En Irak, le lac intérieur de Nadjaf a perdu plus de 4000 hectares de sa surface selon les écologistes locaux. Cette réduction spectaculaire résulte de la sécheresse persistante et menace à la fois l'extraction du sel, une activité importante dans la région, et la santé des populations riveraines. Image à suivre. الماء يعني الماء لو اكثر يصير الانتاج اكثر احسن، وكل ما الماء اكثر كل ما الملح يصير ابيض واحسن. ويعني بالنسبه للماء يعني هو قياس الملح ماء زرع نفس الزرع. لا الماء اللي تتفق الدوله العراقيه وهي تركيا الله يهدون الماء. وحتى لو اجى الماء عندك 3 بحيرات قدامها سنتين ما تنترس. سنتين عدل فوق السنتين ما يوصل لك الماء للجنوب. إذا زادت الملوحة بالنهر بصورة عامة راح تزداد نسبة البكتيريا وتزداد نسبة الفطريات، راح يعني تتركز نسبة المعادن الثقيلة السامة والضارة، هذا راح يأثر سلبا على حياتنا احنا.
Une dernière actualité pour boucler ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé la saisie d'un super pétrolier au large des côtes vénézuéliennes. Le gouvernement de Caracas dénonce un acte criminel et parle de piraterie internationale dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions diplomatiques. Reportage à suivre. Après les destructions en pleine mer de petites embarcations suspectées de transporter de la drogue, cette fois-ci c'est un super pétrolier et sa cargaison qui est intercepté par les forces spéciales américaines au large du Venezuela. Il est désormais entre les mains de Washington. Nous venons tout juste de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un grand pétrolier, très grand. Le plus grand jamais saisi à ce jour. D'autres événements sont également en cours. Vous en saurez plus à ce sujet ultérieurement et vous en discuterez avec d'autres personnes. Et d'ajouter que la cargaison appartenait maintenant à Washington avant que la ministre américaine de la Justice précise que le navire était sous sanctions américaines depuis plusieurs années, qu'il transportait du pétrole illicite en provenance du Venezuela et de l'Iran, suspectés de financer des organisations terroristes. Washington s'attaque donc maintenant à la ressource la plus précieuse du pays, à savoir le pétrole. De quoi donner du grain à moudre à Nicolás Maduro et ses partisans pour qui ces opérations n'ont qu'un seul but, mettre la main sur les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Un acte criminel pour Caracas. Et dans son émission hebdomadaire au titre évocateur, Le coup de marteau, le ministre vénézuélien de l'Intérieur ne s'en prive pas. Personne n'échappe à sa colère et surtout pas Washington. Ce qu'ils veulent, c'est voler notre pétrole, le voler. Voler notre or, ils veulent voler notre gaz, ils veulent voler notre eau, parce qu'ils ne veulent pas payer. Et face à l'étau américain qui se resserre chaque jour un peu plus, Nicolás Maduro tente d'afficher devant les siens la plus grande des sérénités. Don't worry, be happy. La 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 la. Just peace, not war. Oui à la paix, non à la guerre, Donald Trump l'affirmait il y a encore quelques heures. Les jours de Nicolás Maduro sont désormais comptés. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.